tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 28 août au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que dans cette vidéo, on va revenir un peu sur l'épisode de ce que j'ai connu avec mon fils durant le début de l'été, sur des parties que je n'ai pas encore abordées. Voilà. Donc, par rapport à ces thématiques que je n'ai pas encore abordées, je vais prendre un peu, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à aborder sur ça. Ça se fera, comme je vous l'ai dit, progressivement au fil du temps. Normalement, vous avez déjà eu plusieurs volets sur ce sujet. Pour comprendre de quoi je parle, surtout allez revoir les volets précédents, parce que vous n'allez rien comprendre à la thématique de cette vidéo si vous n'avez pas vu le début et ce qui s'est passé, quel a été l'événement que j'ai connu et traversé, de par lequel j'ai eu un labyrinthe de défis. Quel était le labyrinthe de mise à l'épreuve? Vous allez vraiment devoir aller écouter ces vidéos avant d'écouter celle-ci. D'accord? Donc je vous les remets en dessous. Par rapport à... Je sais pas par où commencer en fait. Il y a tellement de sujets qu'on me demande encore d'évoquer que c'est pas spécialement évident. Donc au final, les guides veulent que je vous parle de justement comment j'ai vécu cet épisode au niveau de ma souffrance. Voilà. Comment ça s'est traduit. Si vous êtes parent, vous savez que de voir son enfant en souffrance, c'est terrible. En fait, déjà, quand vous devenez parent, vous apprenez ce qu'est la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus dur de voir son enfant en souffrance que de souffrir soi-même. C'est une souffrance encore pire et qui ne s'explique pas. C'est la chair de votre chair et voir votre enfant en souffrance, c'est pire que de souffrir vous-même. Si vous êtes parent, vous avez tous eu, je pense, des moments où, en voyant votre enfant en souffrance, vous vous sentez impuissant et vous aimeriez prendre sa place et endosser cette souffrance plutôt que de le voir lui souffrir. Donc, c'est extrêmement dur pour un parent, c'est que du moment où on devient parent, on se rend compte que waouh, je viens de passer du côté obscur de la vulnérabilité extrême. C'est-à-dire que quand mon enfant sera en souffrance, oh putain que je vais avoir mal. C'est pour ça qu'il y a une chanson de Louane qu'elle a écrite où elle dit qu'elle verra sa fille souffrir par amour et tout. Cette chanson, moi, quand je l'écoute, elle me prend aux tripes. Et la première fois que je l'ai écoutée et que j'écoutais le texte, je me suis mise à pleurer comme une fontaine. C'est, pour moi, dans ma parentalité, c'était un de mes énormes talons d'Achille. C'était quelque chose où voir mes enfants souffrir, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Ceci dit, quand on est parent, on ne peut pas être hypersensible non plus là-dessus. Parce que si vous êtes trop dans une extrême souffrance, quand vos enfants souffrent, vous allez vous-même être un parent qui est dans la réaction et vous allez perdre du pouvoir. Et vous n'allez pas réussir à endosser votre rôle correctement. Parce que vous êtes dans la réaction de vos propres émotions. Et en fait, vous n'êtes plus un support fiable et solide pour vos enfants. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce que si vous êtes en réaction,
c'est-à-dire la réaction émotionnelle, impulsive, le pic, vous perdez votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse et votre capacité de positionnement et de faire le bon choix. Et en fait, vous n'êtes plus un bon parent dans ce moment-là. Donc, inévitablement, vous avez un apprentissage à faire que même si vous êtes très sensible là-dessus, comme moi je l'ai été, il va falloir aller travailler cette hypersensibilité, parce que dans cette hypersensibilité, vous pourriez avoir de mauvais positionnements, faire de mauvais choix, qui sont induits par vos peurs et votre hypersensibilité et votre état réactionnel. Et c'est pas réfléchi, c'est pas la réaction juste, c'est pas le positionnement juste. Donc en fait, c'est quand même un axe de la blessure d'abandon à travailler, c'est que quand vous devenez parent, vous n'êtes pas non plus en fusion totale avec votre enfant. Votre enfant n'est pas votre extension. Vous n'êtes pas non plus l'extension de votre enfant. À un moment, il faut garder une analyse et rester stable là-dedans et calme et serein en harmonie à l'intérieur, faire le calme pour se dire cette expérience qui m'est présentée n'est peut-être pas non plus que pour moi égoïstement, c'est peut-être une expérience qui m'est présentée pour mon enfant, c'est pour lui, ça lui est présenté à lui. C'est-à-dire que lui aussi, inévitablement, il a un chemin de vie à traverser, il a des expériences de vie à traverser, et il doit vivre des choses qui certes sont pas agréables, qui vont le faire souffrir, mais c'est son cheminement. Si moi je cherche à interférer pour qu'il ne soit jamais en souffrance, mon petit sucre d'orge, que je te mette sous cloche, que tu ne vives jamais rien, je deviens un parent qui est une tierce, qui travaille contre ses guides à lui. Parce que ces guides orchestrent des choses, vous, en tant que parent, vous n'avez pas vu sur son plan d'incarnation, sur ce qu'il est censé traverser, et pourquoi il doit le vivre, parce que ça va développer chez lui quelque chose, parce qu'il a quelque chose à transmuter. Donc, arrêtez de vouloir toujours interférer sur son chemin de vie, parce que vous avez un dysfonctionnement interne qui fait que vous êtes hypersensible sur le fait que je n'arrive pas à voir mon enfant en souffrance, cela me met beaucoup trop en souffrance. Il va falloir couper le cordon, il va falloir retravailler cette blessure d'abandon. Parce que dans cette façon de fonctionner, vous pensez bien faire, vous pensez que vous devez le protéger plus que jamais, oui, vous devez le protéger là-dessus à un certain niveau, mais pas partir dans un extrémisme où, au final, vous travaillez contre ces guides. Donc arrêtez de vouloir tout contrôler dans sa vie et vouloir le mettre sous cloche, sinon votre enfant n'évoluera pas, et si cette situation qu'il vit, vous êtes venu trop interférer et que vous avez fait la tierce, vous avez empêché l'expérience, le déroulement, on va le lui représenter. Donc votre enfant va le subir 2 fois, 3 fois, alors qu'il aurait pu ne le vivre qu'une fois. Donc arrêtez d'être une tierce pour vos enfants. C'est important, parce qu'à ne pas vouloir vous ressentir votre souffrance due à votre hypersensibilité, vous allez bloquer son parcours et interférer sur le sien, et vous allez l'abîmer lui pour vous ne pas être abîmé. Et ça, c'est toxique. Donc n'oubliez pas d'avoir une capacité d'analyse et de garder vos neurones, même
quand c'est une situation qui fait souffrir. Dans cette situation que j'ai vécue avec mon fils, pic émotionnel bien sûr, mais j'ai réussi à avoir cette réflexion même en pic émotionnel. Parce que mon pic émotionnel était moins fort que mes pics émotionnels avant que je monte ma montagne. Donc j'ai gardé une capacité d'analyse à réussir mes défis dans mon labyrinthe d'évaluation pour voir, pour me rappeler que tout ne tourne pas autour de moi. Cette expérience était sans doute pour lui, plus que pour moi. Bien sûr, autant faire d'une pierre deux coups, et que moi aussi je sois testée par cette expérience. Mais de base, cette expérience, elle est aussi pour lui. Donc, j'ai essayé de garder cette capacité d'analyse, de me dire, qu'est-ce que c'est censé développer chez lui? Ben, le rendre plus fort et lui prouver qu'il est plus fort qu'il ne le pense, s'il en doute intérieurement. Voilà. Donc en fait, peut-être sur la gestion de la douleur, peut-être aussi plein de choses, tellement de choses. D'accord? Je ne vais pas lister tout ce que moi j'ai cogité par rapport à ça. Ça, vous vous en foutez. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Mais moi, bien sûr que j'ai cogité à tout ce que ça allait développer chez lui. J'ai discuté avec les guides par rapport à ça. Donc, essayez de garder cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été en souffrance. C'est-à-dire que oui, bien sûr, j'ai été en souffrance dans cette expérience. Je ne vais pas raconter les détails. Parce que... voilà. Mais, croyez-moi qu'il y a eu pas mal d'épisodes souffrants et douloureux. Des images qui me resteront gravées sûrement longtemps. De ce que j'ai vu, de son état de souffrance, de ses réactions, de son mal-être psychologique. Ça a été dur. Ça a été franchement dur pour la maman que je suis. Mais j'ai cherché au maximum à être un pilier, malgré ma souffrance. Parce que je me doutais bien qu'à son âge, on n'a pas très envie de vivre ce qu'il vit. Donc en fait, je cherchais plutôt à être un parent qui lui insufflait de la force. Et je me suis rappelé d'une anecdote quand j'étais plus jeune. C'est que à une époque de ma vie, j'ai fait de la spasmophilie. Je vous ai déjà expliqué qu'à une époque de ma vie, j'étais accrochée à un homme qui me trompait avec ma meilleure amie. Et j'ai eu un épisode de dépression derrière ça, et je me suis mise à faire de la spasmophilie. J'en avais jamais fait jusque-là. La spasmophilie, on fait des crises d'angoisse où on s'étouffe. Et en fait, c'est pas évident parce qu'il faut retrouver un calme intérieur et retrouver son souffle pour pas s'étouffer. Quand j'ai commencé à avoir des crises de spasmophilie et que par malheur c'est arrivé face à ma maman était dans un tel état de panique, c'est une grande anxieuse, que je me retrouvais dans ma crise de spasmophilie à gérer son angoisse à elle. C'est inconcevable. C'est-à-dire que, encore une fois, par son ingérence émotionnelle à elle et son immaturité à gérer son émotionnel, même quand c'est moi qui suis en souffrance, c'est elle à qui je dois sauver, et c'est encore sur elle que je dois donner et donner toute mon attention. C'est fou ça quand même. C'est fou. Vous êtes nombreux parfois à vivre ça. Vous êtes des personnes parfois où vous me dites « J'ai fait une tentative de suicide et à l'hôpital, ma mère a tellement fait du cinéma que c'est moi, dans mon lit d'hôpital, qui consolais ma mère. » Mais c'est l'inverse qui devrait avoir lieu.
Combien de fois avez-vous vécu des situations comme ça, où finalement, dans votre état de souffrance, c'est pas votre parent qui fait son rôle de parent, c'est vous qui devez consoler votre parent parce que vous devez renier votre propre problème pour gérer l'ingérence émotionnelle de votre parent. C'est pas possible ça, c'est pas concevable, ça c'est complètement toxique. Ça, c'est typiquement être un parent toxique parce qu'on n'a pas travaillé sur soi. Ça, c'est très dur pour un enfant, parce que ça va créer plein de dysfonctionnements où on ne s'autorise plus à parler de ses problèmes, notre parent n'est plus un appui, non, on ne va plus rien lui dire parce qu'on a peur de comment, dans quel état il va être encore. L'enfant devient le parent du parent qui n'a pas travaillé sur lui et qui est complètement dans une immaturité émotionnelle et une ingérence émotionnelle. Et je me suis rappelé cet épisode et je me suis dit, face à mon enfant qui est en souffrance, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une maman qui lui l'apaise, qui sait gérer son émotionnel, qui est capable, même dans ses crises de souffrance, parce qu'il y a vraiment eu des épisodes hard, hein, franchement hard. Si je vous raconte pas les détails, parce que ça n'a pas de plus-value pour vous, en fait. C'est vous faire souffrir inutilement. C'était ma souffrance à moi, la sienne. Je ne vais pas vous mettre dans un état de souffrance pour autant. Voilà. Mais je devais être capable de le voir souffrir tout en restant un support qui lui apporte apaisement et force. Lui rappeler qu'il allait être capable, que ça allait passer, lui insuffler de la confiance, de l'espoir, de la foi, et pas que lui, dans sa souffrance, doive gérer ma souffrance à moi parce que je suis en hypersensibilité. Ça a été, je ne vais pas vous le cacher, je pense que les guides seront d'accord avec moi, ça a été le défi pour moi le plus dur à relever. Le plus dur à relever. Oh putain que ça m'a demandé une force incroyable. C'était le plus dur. Ça a été le plus dur. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Et j'ai été fière de moi. Mais ça n'a pas été sans souffrance. Hein. C'était pas parce que, en apparence, je faisais mon rôle de parent, qu'à l'intérieur, mes entrailles n'étaient pas comme ça, en train de se... C'était dur. Donc, dans tous ces moments de self-control devant lui, croyez-moi que dès qu'il était endormi ou que je pouvais enfin aller dans le couloir, marcher un peu, je pleurais, je relâchais. Mais ça aussi, c'était important. C'est-à-dire que j'étouffais, mais je stockais pas à foison. Je relâchais instantanément. C'est-à-dire que je fermais le robinet, je l'ouvrais 1 heure après. J'ai pas stocké. Je libérais au fur et à mesure. Et parfois, même à côté de lui, pendant qu'il dormait, j'avais les larmes qui coulaient dans le silence et je libérais. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai géré pour pas être en stockage, pétage de plomb émotionnel, c'est que je libérais tout de suite. Avant, l'ancienne Peggy que j'étais aurait tout coupé, mais j'aurais libéré des mois après. J'aurais tout étouffé parce que je dois être forte. Blocage des émotions, coupure. C'est ainsi que je l'ai vécu avec ma fille. C'est ainsi que j'ai vécu de gros épisodes douloureux. Mais en fait, vous gardez le problème à l'intérieur de vous pendant des mois. Et vous êtes bloqué. Vous n'arrivez plus à parler à qui que ce soit. J'ai réussi à ne pas réagir comme ça. C'est-à-dire que là, je libérais en instantané. C'était beaucoup moins masochiste parce que je ne gardais pas cette souffrance à l'intérieur. Je la libérais en instantané. Et ça, c'est beaucoup plus sain. Donc j'ai été aussi extrêmement fière de cette gestion et évolution chez moi par rapport à l'épisode que j'avais vécu il y avait moult années. Ou même quand je l'avais vécu avec mon père.
D'accord? Donc toute la gestion était différente. Ma logique était différente. C'était beaucoup plus fluide, c'était naturel autrement, de façon mieux, plus équilibrée, plus mature. Ensuite, j'ai su déléguer. J'ai su déléguer. Donc j'ai su alterner les moments de garde et les nuits à l'hôpital avec le papa. Ça, quand c'est arrivé à ma fille, quand elle était toute petite, son Kawasaki, j'ai pas du tout été capable de ça. J'ai pas du tout été capable de ça. Je suis restée avec elle du début à la fin, accrochée. Vous voyez la blessure d'abandon. Être incapable de se décrocher de son enfant. Ben là, j'étais vachement fière de moi, c'est que j'ai su déléguer, alterner, être dans un équilibre. Je ne passais pas plus de temps, peut-être un peu plus quand même, ouais, quand même un peu plus, mais je déléguais. C'était plus équilibré dans les responsabilités. J'ai su laisser la place, j'ai su faire confiance, j'ai su déléguer. J'ai pas été dans ce truc de contrôlant qui ne sait pas, qui se dit ça sera mieux si c'est moi, ça sera mieux fait si c'est moi. Non, il faut que ce soit moi, sinon ça sera mal fait. Non, j'ai pas du tout été dans ce côté égotique. Je me suis pas pris pour le centre du monde. J'ai su faire confiance et déléguer. Et ça, j'étais extrêmement fière de moi aussi. D'accord? Parce qu'à l'époque, quand j'ai recogité, j'ai pas été capable de ça. J'étais pas capable de cette confiance à l'époque. Donc j'ai été extrêmement fière de moi et j'ai vu aussi cette évolution que j'avais. Ce qui me permettait également d'être en équilibre plus facilement, puisque le soir, une nuit sur deux, je rentrais chez moi. Et quand je rentrais chez moi, toutes les vannes s'allumaient. Hein. C'est-à-dire que là, torrent de larmes, ça relâchait, là c'était la totale. Croyez-moi que la première fois que je suis rentrée, le premier jour à l'hôpital a été atroce. Visuellement, tout ce qui s'est passé a été atroce. Croyez-moi que quand je suis rentrée le soir chez moi et que j'ai appelé ma mère, elle m'a vue dans un état dans lequel elle ne me voit pas souvent. C'était des sanglots au téléphone. C'était une libération. Mais je lui parlais de ma souffrance en lui disant mais mon Dieu que c'est dur, je lui expliquais où était ma souffrance. Et je libérais. Je gardais pas tout pour moi. Ça, pour moi, c'était nécessaire puisque je ne stockais pas et le lendemain, je pouvais être à même de redonner parce que j'avais vidé la vanne. Tout était vidé à l'intérieur avant d'y retourner. Mais ça me demandait un courage incroyable de repartir là-bas et de revoir tout ce que j'allais voir. Je me remettais en énergie de guerrière et de force. Et en fait, c'était ça. C'était force, courage. Et quand j'étais sans lui, je lâchais. Je libérais. Force, courage. Toute seule, je lâchais. Souvent, ces moments où je lâchais seule. J'allais pas chercher le réconfort spécialement auprès de quelqu'un. Je lâchais seule. J'étais quand même obligée de donner des nouvelles à ma maman, qui était extrêmement inquiète, mais je ne cherchais pas son réconfort. J'étais pas dans une quête de réconfort extérieur. Je libérais seule. J'avais pas besoin de réconfort extérieur. Ça, c'est important. Parce que, en général, quand on a une blessure d'abandon forte, on cherche toujours à ce que les autres viennent nous guérir, viennent compenser, viennent nous... Vous le recevez, c'est bien, mais vous n'êtes pas en quête de ça. Vous le recevez, c'est bien, mais vous ne le recherchez pas.
il y a des années, quand c'est arrivé avec ma fille, je me suis tellement mis dans cette énergie de couper, d'être forte, etc., que j'ai pas su communiquer. J'ai pas su communiquer. Je suis devenue comme une boule de pierre qu'on pouvait plus atteindre. On pouvait plus communiquer avec moi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que à l'époque, quand c'est arrivé le problème que j'ai eu avec ma fille, je me souviens que tout le monde était inquiet. On m'appelait sur mon téléphone et je voyais les appels. Et je décrochais pas. J'envoyais sur le répondeur. J'avais plein de messages sur mon répondeur. Et ces messages sur les répondeurs, je les effaçais. Je les écoutais même pas. Parce que j'avais pas envie de les rappeler, j'avais pas envie de parler. Parfois, quand on est dans une extrême souffrance, on n'a pas envie de parler. Là, j'ai eu besoin de calme pendant 48 heures. J'ai pas parlé à grand monde dans ces 48 heures, les 2 jours où je devais déjà gérer mon émotionnel et être en force, relâcher, force, relâcher, force, relâcher. Que c'était déjà bien assez pour moi. Je devais déjà quand même mettre au courant ma maman, c'était déjà beaucoup. C'était suffisant pour moi. Puis après, je me suis rappelé comment j'avais quand même... Ça avait quand même été dur, ma façon d'avoir géré à l'époque. Je me suis dit, j'ai sans doute peut-être fait souffrir des gens à l'époque. Et je me rappelle, j'ai alerté mon frère, là, au bout de 48 heures, en disant, voilà, je vais... comment dire? Il s'est passé quelque chose, mais pour l'instant, je suis incapable de parler. Ton filleul est à l'hôpital, je te tiendrai au courant. Je me suis dit, déjà, c'est un effort surhumain pour moi que de prévenir. Il a compris que j'avais pas envie de parler. J'étais incapable de parler. Ma mâchoire était fermée. Vous voyez, vous êtes comme ça, vous êtes crispé. C'est trop vous demander, en fait. Et en fait, après, j'ai ouvert un messenger, enfin pas un messenger, mais une conversation groupée sur WhatsApp pour prévenir tout le monde. J'ai su beaucoup mieux prendre en compte les autres et moins être complètement dans un côté trop extrémiste où je parle plus à personne, etc. Je suis dans une bulle, on ne me parle plus. Non, mon émotionnel, j'ai su le gérer beaucoup mieux en n'étant pas toxique envers les autres et en laissant la place à tout le monde, en fait, autour de moi. Mais quand vous êtes dans une ingérence émotionnelle comme je l'ai été à l'époque avec ma fille, j'ai été toxique, je pense, avec les autres, à leur laisser aucune place. Parce que dans ma façon de gérer ma souffrance, je ne la gérais pas au top du top, en fait. Donc, en fait, j'ai vu une évolution de folie. Et surtout, ça a duré 48 heures. Après 48 heures, j'ai su un peu mieux parler parce que j'avais libéré. Donc en fait, la mâchoire moins crispée, on peut un peu plus parler. Donc mon pic émotionnel a surtout duré 2 jours. Après, voilà, ça a duré moins longtemps. Voilà. Après, chaque jour, il y avait de nouvelles péripéties. C'était dur, les défis étaient différents tous les jours. Mais ne pensez pas que je n'ai pas souffert. Si, j'ai souffert. Les 48 premières heures ont été dures. Mais comparé à comment je gérais ça avant, j'ai quand même vachement mieux géré qu'avant. Rien à voir, quoi. Mais rien à voir. Mais ça n'a pas été facile pour autant. Voilà. Quand vous m'avez vu en vidéo, c'était le 5e jour, je crois. Le 5e jour, donc c'était encore très tôt. Mais voilà, vous voyez, entre le 2e jour et le 5e jour, chaque jour, je gérais mieux. J'étais plus à même de pouvoir, voilà, mettre les mots adéquats. Je faisais mon analyse aussi quand j'étais seule. J'analysais, je réfléchissais.
à quels étaient les défis, je retrouvais mon alignement, cette énergie du tout est juste, où est l'expérience à vivre, comment bien relever le défi, parce que chaque jour, les défis étaient différents. Hein, chaque défi était différent, chaque jour c'était différent. Et chaque jour, j'avais au moins une dizaine de défis assez hard à relever. Donc en fait, j'essayais déjà de faire les choses jour après jour et de me concentrer sur l'instant présent pour vraiment bien relever les défis du jour. Défi après défi. De ne pas penser à après. J'étais concentrée sur ça pour vraiment bien relever le défi. Quand vous allez avoir un labyrinthe de défis sur quelque chose d'assez hard, ne pensez pas à plus loin. Restez centré sur un jour à la fois, défi après défi. Et à chaque défi que vous avez relevé, vous dites-vous, ça va, j'ai été capable de. C'est bon, j'ai su le relever. Allez, défi suivant. Mais voyez pas trop grand, voyez pas trop loin, faites jour après jour. Défi par défi. C'est vraiment le plus grand conseil que j'ai à vous donner pour bien le faire et pour gérer de façon stable et sereine à l'intérieur de vous, chose après chose. Pas trop à la fois, chose après chose. Allez, je prends chose après chose. C'est ainsi qu'on gère un énorme dossier difficile, c'est beaucoup moins intimidant, et au moins on ne s'éparpille pas, on ne part pas en vrille là-dedans ou là-dedans. En prenant une chose à la fois, on le gère bien et on le gère comme il faut jusqu'au bout. Et donc prenez chose après chose. D'accord? C'est ainsi que vous relèverez les choses correctement. Pas tout faire en même temps, pas trop vous éparpiller. Chose après chose. C'est les meilleurs conseils que je puisse donner. C'était un peu le chapitre de comment j'ai vécu ma souffrance. J'avais déjà un peu parlé, peut-être dans les 2 vidéos. Normalement, à ce jour, il y a déjà 4 vidéos qui sont parues là-dessus. Je suis allée un peu plus en profondeur sur ce chapitre-là. Comme ça, les prochaines fois, on abordera un peu le côté défi et ce qu'il y a surtout à aller chercher dans les défis que vous avez à relever, dans votre labyrinthe à vous. Parce que ce labyrinthe que j'ai eu, vous allez l'avoir. Pas le même, mais vous allez avoir un labyrinthe de défis. Donc je vous donne toutes ces pièces pour que vous compreniez comment gérer au mieux un labyrinthe de défis. D'accord? J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.